non, non, pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre accueil. Mesdames et Messieurs les députés, c'est un honneur, comme à chaque fois, d'intervenir devant vous. La demande d'audition de ce jour m'est parvenue juste après l'attentat de Moscou. Elle est liée à cette actualité et au fait que le public a découvert ou redécouvert à cette occasion la branche de la province du Khorasan de l'État islamique. Cette dernière avait déjà fait la une de l'actualité en août 2021 avec un attentat particulièrement meurtrier à l'aéroport de Kaboul. J'aimerais toutefois insister sur le fait que la résurgence de la menace terroriste dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas un phénomène conjoncturel. Cette résurgence a quelque chose de structurel et dans certaines zones comme au Sahel, parler de résurgence est même trompeur tant la menace s'y développe depuis des années. La première chose sur laquelle je souhaite attirer votre attention lors de cette audition est que la décentralisation de Daesh et avant d'Al-Qaïda procède d'une stratégie. Commençons dans l'ordre chronologique par Al-Qaïda. Les documents retrouvés dans la dernière cache d'Oussama Ben Laden à Abbottabad en 2011 ont permis de mesurer à quel point l'organisation avait été ébranlée par le déclenchement de l'opération Enduring Freedom par les États-Unis le 7 octobre 2001. Cette opération avait conduit au renversement du régime des talibans, à la destruction des camps d'entraînement terroristes et à la neutralisation de très nombreux djihadistes. L'organisation d'Oussama Ben Laden avait alors misé sur une double stratégie de décentralisation pour survivre. D'une part, un investissement conséquent avait été réalisé dans la propagande sur Internet de manière à susciter des vocations djihadistes, y compris dans les pays occidentaux. Une décennie plus tard, Daesh a su porter la propagande djihadiste à un autre niveau, mais c'est clairement Al-Qaïda qui avait déjà ouvert la voie et su transformer Internet en véritable plateforme opérationnelle. D'autre part, la deuxième forme de décentralisation mise en œuvre par Al-Qaïda était une décentralisation régionale. Celle-ci s'est caractérisée par l'ouverture de filiales dans différentes zones, en Irak dès 2004, au Maghreb en 2006-2007 avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, puis dans la péninsule arabique avec AQPA en 2009, puis Al-Shebab en Somalie a rejoint officiellement Al-Qaïda en 2012, et on peut également mentionner Al-Qaïda dans le sous-continent indien, qui a été créé en 2014. Contrairement à Al-Qaïda, dont la stratégie de décentralisation a été progressive, la décentralisation de Daesh a été pensée dès l'origine. Le califat proclamé à l'été 2014 se voulait mondial. Il a suscité dans les mois qui ont suivi des allégeances venant de différentes parties du monde musulman. Daesh a structuré ce déploiement mondial en créant une administration, l'administration des provinces distantes. Cette administration est devenue par la suite la Direction générale des provinces, elle-même divisée en 9 bureaux régionaux, allant du Levant à l'Asie du Sud, en passant par l'Asie centrale ou encore l'Afrique. Ces bureaux supervisaient eux-mêmes plusieurs provinces. Par exemple, pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, on comptait 2 bureaux régionaux, Maktab al-Qarar et Maktab al-Furqan, supervisant des provinces en Afrique de l'Ouest, au Sahel et en Afrique centrale. Cette structure continue à évoluer au gré des rapports de force notamment. Par exemple, en 2022, a été créée une province du Sahel, alors que cette province était jusqu'alors une branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Cette organisation en province a été pensée dès l'origine comme un facteur de résilience. Dès 2016, les plus hauts cadres de Daesh pressentaient que la perte du sanctuaire syro-irakien était possible, et peut-être même au-delà. Dans un discours de mai 2016, le porte-parole de l'État islamique de l'époque, Al-Adnani, évoquait par exemple l'éventualité de la perte de Raqqa, Mossoul et Sirte, et il concluait qu'une telle éventualité ne signerait pas la défaite de l'organisation, celle-ci étant capable de survivre sans contrôler des territoires. Alors en pratique, que s'est-il passé depuis la perte du sanctuaire syro-irakien en 2019 ? Tout dépend bien sûr de la zone qu'on examine, mais quelques tendances peuvent être identifiées. Je me contenterai d'en mentionner 3, faute de temps. D'abord, en zone syro-irakienne même, Daesh n'a pas disparu. Les rapports successifs des comités de l'ONU suivant les évolutions de la mouvance djihadiste internationale ont estimé que l'organisation terroriste avait conservé des milliers de combattants opérant en mode dégradé et que par ailleurs, une partie des membres du groupe était repassée à la vie civile pour amasser des fonds en attendant des temps meilleurs. Même si les attaques ont été bien plus sporadiques certaines années, elles n'ont en réalité jamais cessé.
Il faut en outre mentionner le fait que des milliers de prisonniers, en particulier dans les zones kurdes du nord-est syrien, sont encore présents, que ce soit dans des prisons ou alors dans des camps. Et cette problématique est devenue particulièrement brûlante depuis la tentative d'évasion de la prison Al-Sina à Asakir en 2022. Ce n'est pas la seule tentative qu'il y a eu, mais ça a été de loin la plus spectaculaire. Et tant que des milliers de prisonniers resteront détenus dans cette zone-là, le risque d'évasion restera évidemment présent. Ensuite, la deuxième tendance est relative à l'Afghanistan, où le retour au pouvoir des talibans en 2021 a suscité de fortes inquiétudes. Je ne m'y attarde pas car ce point-là sera évoqué plus spécifiquement par les deux intervenants suivants. Je passe donc directement à la troisième tendance qui a trait au déplacement du centre de gravité de la mouvance djihadiste internationale vers le sud et en particulier vers l'Afrique. La France a été focalisée sur le Sahel, faisant face jusqu'à la fin de l'opération Barkhane à l'État islamique au Grand Sahara d'une part et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda d'autre part. Jusqu'en 2019, on observait une sorte d'exception sahélienne. Al-Qaïda et Daesh avaient tendance à s'éviter, alors que sur les autres zones, ces deux groupes se livraient à des combats fratricides. Puis cette exception a pris fin, même si l'on constate depuis plusieurs mois la capacité du GSIM et de l'EIGS à cesser les affrontements interdjihadistes pour se focaliser sur d'autres cibles, armées locales, milices ou encore mercenaires. Mais l'Afrique compte aussi deux autres fronts du djihad particulièrement actifs. D'une part autour du lac Tchad, où des scissions ont touché le groupe Boko Haram, avec à la clé l'affrontement de différentes mouvances liées au groupe Jama al-Sunna lil-Dawa wal-Jihad et à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. D'autre part, l'autre front africain actif depuis maintenant plusieurs décennies est la Corne de l'Afrique, et plus spécifiquement la Somalie, où Al-Shabaab reste considéré comme l'une des branches d'Al-Qaïda les plus puissantes. Des missions de l'Union africaine s'y sont succédées, avec l'implication de pays comme l'Ouganda, le Burundi, l'Éthiopie ou encore le Kenya. Par ailleurs, deux nouveaux foyers djihadistes sont apparus en Afrique, au Mozambique, avec Ansar al-Sunna, qui a intégré la province d'Afrique centrale de Daesh, et en République démocratique du Congo, avec les forces démocratiques alliées, dont le chef a également prêté allégeance à Daesh. L'apparition de ces deux foyers n'a pas laissé les acteurs régionaux ni internationaux indifférents. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Rwanda ou l'Ouganda ont par exemple décidé de participer aux opérations militaires contre les djihadistes. Alors, il me reste 3 minutes. Ce que je vais faire dans les 3 prochaines minutes, c'est essayer de vous donner un aperçu de l'état des forces djihadistes dans ces principaux foyers, c'est-à-dire dans les foyers où les djihadistes se comptent par milliers. Et je me base pour ce faire sur les derniers rapports onusiens qui datent du premier trimestre 2024. Je peux aller jusqu'à 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Au Levant, d'abord, on constate une forte attrition des émirs de Daesh, mais le nombre de combattants de l'organisation est toujours estimé entre 2500 et 5000 hommes. Une recrudescence d'activité est par ailleurs notée dans le désert de la Badia en Syrie, au mois de mars 2024 qui vient de se terminer. On a vu une recrudescence d'activité qui fait probablement que ce mois est l'un des plus actifs pour la mouvance djihadiste depuis 2017 dans cette zone. Et par ailleurs, on note aussi une recrudescence d'activité en Irak, du côté de Kirkouk ou dans les monts Amrin. En Afghanistan, le dernier rapport de l'ONU note une attrition importante des cadres intermédiaires de Daesh au Khorasan, sachant que le nombre de combattants était évalué dans les précédents rapports à plus de 4000. Par ailleurs, l'ONU relève la réouverture de camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. On en compterait aujourd'hui une demi-douzaine. Au Yémen, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, AQPA, est jugé en repli. Le groupe a annoncé la mort de son émir en mars 2024, donc c'est tout récent, mais ses effectifs sont encore estimés à environ 3000 combattants. La propagande d'AQPA a par ailleurs connu une recrudescence notable, avec notamment la reprise du magazine Inspire sous forme de vidéo. Sur les 3 fronts africains, la situation est la suivante. Al-Shabaab en Somalie compterait entre 7000 et 12 000 combattants, avec des revenus annuels estimés à environ 100 millions de dollars, essentiellement issus de taxations illicites. L'État islamique en Afrique de l'Ouest compterait 4 000 à 7 000 combattants, et les factions djihadistes qui lui sont opposées auraient entre 1 000 et 2 000 combattants. Et enfin, au Sahel, pour terminer ce panorama, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'EIGS auraient chacun plusieurs milliers de combattants. Il n'y a pas d'évaluation précise dans les derniers rapports onusiens, mais on sent que la tendance est vraiment à la hausse.
Et ce qu'on a pu noter ces derniers mois dans cette zone-là, c'est une capacité de l'EIGS, de l'État islamique au Grand Sahara, la province du Sahel, à essayer de démontrer que l'organisation a aussi des capacités de gouvernance. Et elle a montré qu'elle est capable de manier non seulement le bâton, comme elle le fait habituellement, mais aussi la carotte, en réouvrant des marchés ou en redistribuant du bétail, par exemple, tout en maintenant par ailleurs évidemment une main de fer sur certaines zones, avec par exemple le blocus de Ménaka. Pour terminer, je ne peux conclure ce panorama sans évoquer brièvement 2 points. Le premier concerne l'impact de l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël et de la guerre à Gaza qui s'en est suivie. Même si le Hamas n'appartient pas à la mouvance djihadiste internationale, on voit qu'Al-Qaïda comme Daesh cherchent à tirer profit de cette situation. On note en particulier une recrudescence de la propagande en ligne et des appels à conduire des attaques. Beaucoup de messages ciblent les juifs, mais pas uniquement. Dans son allocution du 4 janvier 2024, le porte-parole de Daesh, Abu Hudayfa al-Ansari, appelle aussi à viser les chrétiens, les régimes arabes apostats et les chiites. Le second point concerne l'Europe et plus spécifiquement la France. Une problématique essentielle est la manière dont l'instabilité internationale que je viens de décrire impacte notre pays. Cela renvoie au sujet du terrorisme projeté et du terrorisme téléguidé, qui s'ajoute à la menace dite endogène et au terrorisme d'inspiration. La consigne m'avait été donnée de ne pas parler de la France dans mon propos liminaire, en me disant que le sujet serait probablement abordé dans vos questions. J'ai donc respecté cette consigne et je me tiens naturellement à un conseil. Alors. Je me tiens donc naturellement à votre disposition pour tenter de répondre à vos interrogations sur ce point et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, c'était extrêmement riche, extrêmement clair.